Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Nous sommes ici aujourd'hui avec une invitée très spéciale, Marie, avec qui nous venons de passer une semaine de stage tricot à la machine, une vidéo que vous aurez vue juste avant sur ma chaîne. Merci beaucoup d'être là avec nous. Comment ça va? Avec plaisir, ça va très bien. Il fait très soleil, on a eu très bel été et une très belle semaine en septembre, donc je suis très contente. Moi aussi, c'était vraiment super bien. Alors on va commencer tout de suite avec des questions que les internautes ont envoyées. La première catégorie, c'est le jacquard de ferraille. Depuis combien de temps à peu près existe cette méthode de tricot? Ça fait plusieurs centaines d'années. C'est un peu difficile de dater le premier exemple, mais déjà dans les années 1800, il y avait des tricots ferraille. Les ferrailles étaient connus pour ce style de tricot. Génial. Et est-ce qu'il y a des couleurs particulières qui font très jacquard de ferraille? Donc, en fait, c'est pour ça, je pense que ça a été si connu, le jacquard de ferraille, c'est parce que il s'est très coloré, et beaucoup plus coloré que d'autres styles de tricot qui sont devenus colorés plus par la suite. Mais en fait, ferraille, de la localisation au milieu de la mer du Nord et de l'océan Atlantique, était vraiment sur la route des bateaux, des navires, à l'époque où c'était comme ça que se faisaient tous les transports de marchandises. Okay. Et ils ont eu accès à des teintures beaucoup plus tôt que d'autres endroits d'Écosse ou d'autres pays. Et ce qui fait qu'ils ont développé un style de tricot très coloré avec du bleu, avec de l'indigo, du rouge avec de la madère, du jaune des lichens et les couleurs des moutons sauvages qui sont de plein de couleurs dans les Shetland. Vous avez Comme bien on vu, peut voilà, le voir sur le magnifique sur pull de Marie et sur les nôtres que nous avons passé donc une semaine à tricoter avec toi. Donc du coup c'est vrai que c'est ce qui a rendu un peu ferraille célèbre, c'est cette utilisation des couleurs très colorées. Ok. Et est-ce qu'il y avait plusieurs îles où c'était pratiqué cette méthode de jacquard? Ou c'était vraiment localisé à Ferraille? Donc historiquement, ferraille avait vraiment du tricot en motif. Donc peut-être ce serait mieux si je revenais sur le tricot jacquard. Qu'est-ce que c'est? Je sais que c'est d'autres questions. Ouais. Mais donc tricot ferraille, c'est 2 couleurs par rang et des motifs géométriques. Et généralement, c'est des rangées de motifs. Donc ça fait des rangs de motifs séparés par des rangs unis, Okay. qui permettent d'avoir cet effet de rayure de motifs. Et ça, c'était vraiment ce qui est typique de ferraille, et c'est des motifs qui sont pas figuratifs. Donc c'est pas, on associe souvent ferraille, le tricot jacquard comme ça, avec des motifs, des poissons, des encres, des choses comme ça. Mais ferraille, c'est vraiment les motifs géométriques qui sont symétriques, horizontales, verticales, et un peu moins. Récemment, il y a eu plus de motifs un peu figuratifs, mais tout ce qui était floral, les flocons, tout ça, c'est plus d'autres îles, plus d'autres pays scandinaves et tout ça. Donc ferraille, donc le motif jacquard, c'est 2 couleurs par rang. Et ensuite, on peut utiliser jusqu'à 5-6 couleurs, des fois plus, bien sûr, il n'y a pas de règle, mais au moins 3-4 couleurs pour un design traditionnel. Donc bien sûr, donc ferraille avait surtout donc le tricot à motif, et les Shetland avaient surtout la dentelle à l'aiguille à tricoter. Et en fait, quand c'est devenu un peu moins populaire au début des années 1900, toutes les îles Shetland ont aussi commencé à beaucoup plus tricoter. Ils le tricotaient avant, mais beaucoup plus tricoter en jacquard, donc ce que nous on appelle le jacquard. Et chaque île a vraiment des styles différents de comment mettre les motifs, de quels motifs ils utilisent et tout ça. Et en fait, ferraille, c'est devenu le nom anglophone pour cette technique de tricot. Par-delà ferraille, l'île, et ce que les tricoteuses de l'île considéraient comme traditionnel. Et maintenant, c'est vraiment une technique qui englobe beaucoup de choses. C'est passionnant. Est-ce qu'il y a un catalogue des motifs qui sont ferraille? Donc je te montrerai, j'ai un livre que j'aime beaucoup, que je vous ai offert d'ailleurs, et dans lequel il y a toute une librairie de motifs. Mais même si le livre s'appelle Traditional Ferraille Knitting et que les motifs paraissent traditionnels, j'ai aussi j'ai pris note des motifs qui étaient vraiment utilisés sur l'île, de mémoire d'îlienne et de mémoire de tricoteuse de l'île. Mathie avait fait ce travail de rencontrer les plus anciennes tricoteuses et de demander vraiment quels sont ces motifs qui sont vraiment issus de l'île. Et moi, c'est vrai que j'aime bien avoir ce cadre de c'est que les motifs que moi j'utilise parce que je suis basée ici, mais c'est pas une règle absolue. Et les gens qui viennent, bien sûr, toutes les tricoteuses sont encouragées à tricoter. Je trouve que ce qui est beau du tricot ferraille, c'est d'imaginer à quel point
elles étaient créatives. Ces tricoteuses, il y a 200 ans, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas l'eau, c'était un climat encore plus difficile que c'est aujourd'hui. Et elles créaient ces modèles qui étaient si magnifiques. Et en fait, c'est de se dire, ce qu'on honore par la tradition, c'est la créativité. C'est pas que refaire ce qu'elles ont fait. Il n'y a pas d'honneur là-dedans. C'est aussi de se dire comment est-ce qu'on s'inscrit dans cette tradition, mais on aussi crée quelque chose de nouveau. Est-ce qu'il y a des choses à ne surtout pas faire pour qu'un tricot soit considéré comme un Fair Isle? Donc, Fair Isle, traditionnellement, de Fair Isle à Fair Isle, les motifs ne se répètent pas. Donc je dirais que s'il y avait une règle que j'essaierais d'imposer, c'est de ne pas répéter le même motif sur un même pull. Bien sûr, ça se répète sur les manches et sur le dos, mais d'essayer d'avoir que des motifs différents, à part si c'est les petits motifs de séparation. J'ai un modèle, je peux te montrer plus tard, dans lequel je répète un motif, mais c'est juste sur 3 rangs pour faire une séparation. C'est plus de la symétrie mais les gros motifs, j'essaie d'avoir que des motifs différents. Et est-ce qu'il faut utiliser de la laine des moutons de l'île pour que ce soit considéré comme un jacquard Fair Isle? Donc j'imagine que si on était vraiment puriste, il faudrait filer la laine de ses propres moutons, la teindre, et ça, ce serait pas commercialement viable. Donc tu as rencontré Rachel qui file sa laine de ses moutons de Fair Isle, mais c'est pas filé à Fair Isle, c'est pas possible de le filer à Fair Isle. Donc là non, la laine que j'utilise, c'est de la laine des Shetland, des moutons Shetland, et je pense que c'est la meilleure laine pour ce type de tricot. C'est une laine qui accroche beaucoup, donc en fait, une fois, elle est pas aussi douce que du Merino, ça c'est sûr, mais elle est quand même très douce une fois qu'elle est lavée, bien bloquée. Et en fait, on voit vraiment la différence entre laver et pas laver, comment c'est beaucoup plus doux maintenant. Ouais. Et en fait, cette laine va faire que les deux fils qui se tricotent côte à côte deviennent un seul tissu. Ça garde pas... c'est plus deux, c'est un seul. On voit plus les deux fils côte à côte. Et en fait, c'est pour ça que je recommande toujours de tricoter avec de la laine des Shetland, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour faire des motifs. Super. Est-ce que la confection de tricot Fair Isle est plus souvent réalisée par les femmes uniquement, ou comme dans les pays nordiques, les hommes et les femmes partagent ce savoir, cette passion? Donc, je pense que il y a 200 ans, ou quand le tricot a été vraiment une source de revenus pour l'île, il y a très longtemps, c'était principalement les femmes, parce que les hommes étaient à pêcher, s'occuper des terres et tout ça, il y avait d'autres rôles. Les femmes s'occupaient de leur famille, des animaux aussi sur la ferme, et en même temps elles tricotaient. Et en fait, les enfants apprenaient à tricoter à 4-5 ans, et savaient tricoter presque avant de savoir lire et marcher et tout ça. Donc Anne, que vous n'avez pas rencontrée au musée, qui est la curatrice du musée, elle se souvient pas d'avoir appris à tricoter. Et tricoter tellement vite, c'était quelque chose qu'ils faisaient sans réfléchir, comme toi tu le fais en marchant, tout ça. Tout le temps, c'était vraiment, elles étaient tellement rapides à tricoter, c'était une seconde, c'était comme respirer quoi. Je pense qu'elles pensaient pas du tout à tricoter. Il n'y avait pas de modèle écrit, les gens savaient dans leur tête visualiser ce qu'ils voulaient tricoter, et c'était vraiment une seconde nature pour tricoter. Donc ça, c'était à l'origine, donc je pense qu'il y avait beaucoup de femmes qui le faisaient, mais je pense que ça n'a jamais été ségrégué, non, les hommes ils n'ont pas le droit de faire ou quoi. Et en fait, dans les années 80, quand l'industrialisation est arrivée et que c'est devenu un peu inévitable d'utiliser les machines et tout ça, c'est surtout les hommes qui se sont mis aux machines, aux métiers à tisser et aux machines à tricoter. Et donc les hommes tricotaient le corps des pulls, et les femmes tricotaient à la main le yoke, donc pour les pulls où il n'y a que le motif sur l'encolure. Parce que les premières machines à tricoter, elles faisaient que de l'uni au début. Donc quand les machines faisaient que de l'uni, c'était vraiment plus les hommes qui faisaient le tricot et les femmes qui faisaient donc le tricot à la main à la fin. Et ensuite, quand il y a eu la coopérative qui s'est créée autour des machines à tricoter comme nous on a utilisé, donc ça c'était les années 80, donc les autres machines c'était peut-être les années 70 déjà, et donc ces machines-là manuelles, ça a été aussi des hommes et des femmes qui se sont mis à apprendre à comment tricoter, et il y avait une personne qui faisait le tricot, une personne qui faisait les finitions à la main. D'accord. Et donc j'y pense parce que tu as parlé des tricots qui ont qu'une partie en Fair Isle. Ils sont quand même considérés comme des tricots Fair Isle. Si j'ai par exemple juste une partie de mon bonnet ou juste un yoke. Après, ils étaient fabriqués à Fair Isle, avec des gens qui habitaient ici. On n'appellerait pas ça que ce soit un pull traditionnellement Fair Isle. C'était plus inspiré des pulls qu'il y avait dans les Shetland, et ça a été fait ici
commercialement. Mais Ok. je dirais pas que ce soit traditionnel de Fair Isle, de faire des pulls, des yokes. Mais c'était fait à Fair Isle. Ok. Et de nos jours, est-ce qu'il y a des hommes ici qui tricotent Il y en a en ce moment? Eh ben, t'en as rencontré un parce Ouais. que Johnny, donc mon ami Johnny qui travaille à l'observatoire aussi, il a appris à tricoter avec moi il y a 3-4 mois et il travaille à temps plein. Il tricote plus que moi en ce moment. Depuis les derniers mois, il a tricoté plus souvent. Il a fait plus d'heures à la machine que moi. Ah bah, c'est super. Donc, en parlant de l'île, est-ce que tu peux nous parler un peu de la vie sur l'île? Est-ce que les hivers sont rudes et quelles sont les spécificités d'une vie ici? Je pense que la chose la plus importante, c'est de vivre ensemble. Donc, en anglais, le mot c'est community. Et ça se traduit pas très bien en français parce que ça fait très sectaire directement. C'est plus vivre en société, donc vivre, s'entraider. Et je pense que c'est vraiment la partie la plus importante de l'île parce qu'on est coupé de tout, on est très loin de certaines commodités. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de travailler ensemble, que ce soit pour l'entretien donc des fermes, des animaux, tout ça, on a beaucoup de choses qu'on fait ensemble. Et aussi, pour ta santé mentale et tout ça, c'est pas bon d'être tout seul. Donc en fait, c'est vrai que le matin, je sors mon chien, des fois, je vais rencontrer 4-5 personnes qui sont aussi autour et tout ça, et tout le monde se parle. T'as vu, donc si on conduit quelque part, tout le monde se fait signe de la main pour se dire bonjour, même si on se connaît pas. Enfin, bien sûr, on se connaît tous entre gens qui habitent sur l'île, Oui. mais s'il y a des touristes ou des visiteurs, tout le monde se dit bonjour en fait, et tout le monde prend le temps de se parler, ce qui est super important, parce qu'on a un peu perdu en ville. Et voilà. Donc je pense que c'est un des aspects les plus importants de la vie sur l'île, c'est de vivre entre nous. Donc je sais, on est l'île la plus reculée de Grande-Bretagne, donc la plus isolée géographiquement. Mais ce que j'aime dire, c'est que c'est pas du tout une île d'ermites ou de gens. En fait, faut pas venir ici si on a envie de se couper du monde. C'est pas du tout le bon endroit pour vivre reclus. C'est vraiment un endroit pour vivre et pas dans une nostalgie ou dans une naïveté. On s'aime tous, on est tous amis et tout ça. C'est pas du tout ça non plus. Mais on apprend à vivre ensemble et à se. Ouais, à fonctionner, je pense, plus comme on est censé fonctionner en tant qu'humain. C'est très beau, c'est génial. Et pour les hivers, est-ce que c'est vraiment difficile L'hiver, donc la météo, c'est un peu difficile parce que déjà on a des grosses tempêtes, des fois on a de la neige, pas trop, hein, beaucoup moins avec le changement climatique que ce qu'ils avaient il y a 30 ans, mais je pense que c'est vraiment aussi le temps d'ensoleillement. Il fait pas soleil, donc il fait nuit très tôt et il fait jour très tard. Ok. Donc du coup, on a vraiment des journées qui sont assez courtes et donc ça c'est un peu difficile à s'habituer. Moi je sais qu'en fait on le voit pas trop arriver, on voit pas trop que ça nous affecte et en février je suis vraiment pas bien et en fait je me rends compte qu'en fait c'est juste que je manque de jour et de soleil. Donc faut juste prendre des suppléments de vitamine D et ça va mieux. Est-ce que ça affecte ton tricot, le fait qu'il y ait très peu de lumière du jour, du coup? Non, je pense que je tricote plus en hiver du coup, parce qu'on est plus dans la maison, Ok. on a moins en été, dès qu'il fait beau, s'il fait soleil, s'il fait de belles journées, il faut que j'en profite, il faut que j'aille me baigner, tout ça. Ouais. Je me mets pas trop de contraintes au niveau des horaires de travail l'été parce que il faut que j'en profite. Oui. L'hiver, c'est plus propice à travailler de plus longues heures et tout ça. Mais c'est agréable. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est ce changement. Et en fait, ça rythme. J'aimerais pas du tout vivre à un endroit où il n'y a pas de saison. Parce qu'on prend vraiment l'habitude de. Là, j'ai un peu hâte que ce soit l'hiver, tu vois. Ok. Mais par contre, en février, j'aurais hâte que ce soit l'été. D'accord. Et quand t'es arrivée sur l'île la première fois, c'est quoi la première chose qui t'a vraiment le plus surpris? Donc c'était en 2015, je suis venue pour un stage et j'essaye de me rappeler, c'était il y a très longtemps. Je pense que c'était juste le paysage, hein, la beauté du paysage et la force de la mer, d'être entourée par la mer tout le temps, partout où tu regardes, il y a la mer. Ça, c'était vraiment un sentiment. Je me suis sentie tout de suite happée ou appelée, ou je sais pas. En étant petite, j'aimais beaucoup la Bretagne et j'ai toujours eu cette affection pour l'océan. Et je pense que c'est juste là où je devais vivre. C'est sublime, c'est sublime. Parce que Fair Isle, c'est quand même une toute petite île qui fait à peu près 8 km². Voilà. Donc et en fait, on voit qu'on est sur un tout petit caillou au milieu de l'océan que quand on s'envole, quand on repart de l'île. C'est vraiment quand je repars ou quand j'arrive que je me dis mais c'est tout petit. Et en fait, au bout d'une semaine sur l'île, on oublie un peu combien c'est petit, non? Vous avez vu ça? Ouais. Du coup, on va parler un petit peu de toi maintenant.
Les internautes aimeraient savoir comment tu as appris à tricoter. Donc j'ai fait des études d'art appliqué, donc au lycée j'étais déjà en art appliqué et ensuite je me suis tournée vers une formation design textile où il y avait déjà un peu de tricot main, de tricot machine et quand j'ai fait mon diplôme supérieur d'art appliqué, donc après le BTS, j'ai eu un stage qui était dans une section maille pour une grande entreprise et du coup j'ai pu vraiment approfondir cette technique là, donc c'est un peu comme ça que j'ai appris à tricoter. Quand j'ai passé l'entretien pour ce stage-là, j'avais dit « Oh oui, je sais tricoter ». J'avais pas vraiment trop de connaissances en tricot, mais bon, c'était vraiment... je me suis acheté un livre ou deux en sortant de l'entretien pour vraiment vite fait apprendre à tricoter. En plus, c'était une grande maison, donc... oui, je pouvais pas, tu voulais vraiment je voulais pas louper l'opportunité si j'avais le stage. Voilà. Mais ensuite, quand j'avais fait du tricot avant avec ma grand-mère, j'ai deux grand-mères qui tricotaient beaucoup et qui faisaient du crochet, donc c'est vrai que ça a été assez... Je pense qu'il y avait un peu une fibre comme ça aussi. Et ma maman tricote aussi beaucoup. Donc, bien entourée. Voilà. Et est-ce que tu te souviens comment tu as eu envie d'en faire ton métier ? Je pense que j'ai toujours voulu faire quelque chose qui me passionne. Ok. Je sais qu'il y a des gens, ils veulent pas du tout mélanger la passion et le travail. Et moi, je me voyais pas dans un travail où j'allais pas être passionnée. Okay. Et du coup, ça a été un peu comme une évidence. Et je pense que je voulais travailler dans la maille, dans le tricot, parce que ce qui me plaisait, c'était de concevoir le vêtement depuis le fil. Okay. J'aimais pas du tout cette idée d'aller couper dans du tissu. Moi, j'avais vraiment cet attrait de la maille, du fil au vêtement. Y a une personne qui a demandé comment l'envie t'est venue de venir t'installer sur cette île. Alors, j'avais fait 2 saisons en été en Aubrac et c'était magnifique l'Aubrac, c'est des paysages qui sont très beaux aussi. Et j'avais trouvé un magazine sur l'Écosse et j'avais vu ce reportage sur les Shetland dans ce magazine et j'étais faut que j'aille visiter. Et je voulais vraiment voir ce qui était le plus à l'opposé du stage que j'avais fait à Paris. Et je m'étais dit, ça, il n'y aura pas plus opposé. J'aurais vraiment les deux bouts du spectre des possibles en étant designer textile, en étant styliste maille. Et en fait, quand je suis venue ici, quand je suis repartie, je savais que j'allais revenir. Je savais, en moi, j'avais juste une envie, c'était revenir. C'était un petit peu dur pour moi de quitter ma famille et pour ma famille de me voir partir. Donc j'ai essayé l'année d'après de trouver quelque part en France où j'aurais un peu cette même qualité de vie, donc de pas vivre en ville mais de pouvoir vivre du tricot, et c'était pas facile de trouver, et je pense que j'avais déjà un peu en moi cette envie de revenir habiter ici, donc y a une personne qui a demandé si tu restais sur l'île toute l'année, donc la réponse est oui. Là, ça fait combien de temps que tu es installée ? Donc je me suis installée en 2017, donc ça fait 7 ans et demi, en février 2017. Et c'est vrai que je rentre 1 ou 2 fois par an en France, généralement 1 fois à Noël. Et c'est vrai que des fois je rentre pour quelques 3-4 semaines parce que ça fait un long trajet quand même. C'est assez cher de rentrer en France, donc du coup j'essaie de... C'est compliqué, on l'a fait, c'est très compliqué. Et chez toi en France, tu viens plutôt d'un endroit rural ou plutôt... Ah oui, alors je suis en Auvergne, en Auvergne, et mes parents sont dans un petit hameau où il y a 5 maisons. Donc, d'accord. J'ai vécu en ville pendant mes études, mais c'est vrai que je pense qu'il y avait peut-être quelque chose déjà là-dedans. Peut-être. Et il y a une personne aussi qui te demande quel est ton patron préféré et pourquoi ? Patron préféré. Je crois que mon patron de tricot préféré, ce serait... je fais un plaid pour les naissances qui est juste un rectangle, c'est une log cabin blanket. D'accord. Donc c'est juste un rectangle, on le ferme, on refait un rectangle, et on tourne. Pour faire... Donc ça, je pense que c'est mon patron préféré parce que ça prend pas du tout la tête. C'est que du point mousse, ça prend pas la tête, on peut faire ce qu'on veut. Je réfléchis pas, je tricote jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de laine et je continue dans une autre couleur. Donc je pense que je dirais que c'est peut-être celui que je tricote le plus en plaisir. Et après, sinon, j'aime beaucoup le châle de Donald en lace, Shetland lace. C'est quoi ce livre ? Alors ça, c'est un livre qui a été publié par Misha, qui est une personne qui organise des vacances tricot dans les Shetland, qui sont absolument superbes. Et durant le Covid, elle n'a pas pu faire ses vacances tricot et elle s'est mise à éditer des livres, comme un magazine un peu, mais de très bonne qualité. Et en fait, il y a des patrons de tricot, des articles sur les Shetland, des recettes. Elle a 5 livres.
Et mon patron préféré donc, est aussi dans ce livre. On peut l'acheter indépendamment sur Ravelry à Donna Smith. Mais c'est le Bro Châle. Et alors, en page 138, mais on le voit ici. Les photos sont assez sombres sur cette photo-là. Et en 138, donc c'est ce châle qui est vraiment absolument magnifique avec de la Shetland Lace et une construction triangulaire qui grandit, c'est très agréable. Et Donna file sa propre laine de ses moutons et des moutons de ses voisins et elle fait des teintures naturelles qui sont absolument magnifiques. Et du coup, celui-là, j'ai déjà tricoté 3 fois. J'adore en mode détente. C'est vraiment ce qui me fait plaisir à tricoter. C'est vraiment différent de ce que je tricote pour le travail. Sublime. Pareil, c'est pas ce que je fais pour le travail. Donc, c'est assez sympa de faire quelque chose qui est différent de ce que je fais pour le travail. Et c'est une pointe qui part et qui fait un triangle, donc le châle. Et c'est juste... les 2-3 premières fois qu'on fait la répétition du motif, c'est compliqué, il faut suivre et ça. Et après, on prend dans la tête et je trouve que c'est trop agréable à tricoter parce qu'on connaît le motif après dans sa tête, c'est très agréable. Super. On se retrouve maintenant à l'observatoire où Marie va nous donner une petite démonstration de la machine à tricoter. Alors, je vais te dire un petit peu des questions qu'on a eues par rapport à la machine à tricoter. Est-ce que c'est difficile d'utiliser une machine à tricoter ? Alors c'est comme tout, quand on commence, on n'y comprend rien, mais une fois qu'on a fait les premiers pas, c'est vraiment pas compliqué, non. Et est-ce que le démarrage du tricot, c'est un moment particulièrement difficile ? Non, alors moi comme j'ai appris, c'est en faisant les exercices du manuel, donc il faut juste lire le manuel. Et en vrai, commencer un tricot, il n'y a rien de plus simple. En fait, c'est un peu comme à la main. Ce qu'on fait, c'est qu'on monte des mailles. Donc, on les monte à la main. Donc, comme on ferait à la main, on crée la maille. On crée chaque maille autour d'une aiguille. Et donc, en fait, sur une machine à tricoter, au lieu d'avoir une aiguille sur laquelle on a toutes nos mailles et on crée un nouveau rang quand on passe sur l'autre aiguille, quand on est sur une machine à tricoter, on a une aiguille pour chaque maille. Donc, on peut sélectionner le nombre d'aiguilles qu'on veut par rapport à notre nombre de mailles, jusqu'à 200 mailles. Et ensuite, on monte donc nos mailles autour de l'aiguille. Autour de chaque aiguille, on fait un petit tour autour de l'aiguille. Et ensuite, on enfile le fil dans le chariot. Et comme on tricote à la main, le plus important, c'est la tension. Il faut toujours que le fil soit bien tendu. Et 90% des problèmes, c'est quand le fil, il n'est pas en tension. On l'a constaté, nous, pendant cette semaine. Voilà. Donc là, si je mets le fil dans le chariot, je vais juste te montrer pour vraiment montrer à quel point c'est facile. Là, on avait laissé les aiguilles à côté du bord de ton cardigan. Donc, bien sûr, ça fait n'importe quoi. On va ignorer cette partie-là. Il n'y aurait pas dû y avoir des aiguilles qui tricotent sur cette partie-là. J'essaye juste de vous montrer sans vous faire perdre trop de temps. Et donc, une fois qu'on est là, après, on a toutes les mailles sur les aiguilles qui ont tricoté. Pour les premiers rangs, on les aide. Voilà. Et ensuite, le principe, c'est que chaque maille, elle passe par-dessus le petit clapet de l'aiguille quand on fait un rang d'après. Et une fois qu'on a assez de matière pour mettre des poids, c'est ça qui va aider à ce que le rang d'après, il se passe bien, que les mailles passent par-dessus le petit clapet. Bravo, merci beaucoup pour cette démonstration. Si il y a des personnes qui ont envie d'en apprendre plus sur la machine à tricoter, je crois que tu as quelque chose à nous recommander, des cours en ligne. Alors, je fais partie d'une plateforme, c'est en anglais, mais c'est une plateforme qui enseigne donc le tricot machine. Et c'est une sorte de vraie petite communauté où il y a des intervenants qui font des présentations sur Zoom. C'est tout en ligne, mais il y a des petits sous-groupes par différentes machines, différentes régions. Je sais qu'il y a des Françaises sur ce groupe aussi. Et moi, j'ai un cours, mais il est spécifique au tricot ferraille à la machine. Ouais. Il y a à peu près 8 heures de vidéos sur 80 petites vidéos qui expliquent toutes les techniques, qui montrent bien avec différents angles de vue et tout ça. Et je donne un cours d'1 heure par mois live, donc sur Zoom, où on peut me poser des questions. Et il y a aussi la possibilité d'envoyer des messages, de créer des articles sur le board de ce site internet.
Et souscrire à mon cours donne aussi l'accès à toute la plateforme en ligne, ce qui permet d'avoir aussi les cours débutants pour la machine à tricoter. D'accord. Et Voilà. est-ce que tu penses que c'est des cours qui, grâce au visuel, sont quand même accessibles aux francophones? Je pense que si on parle pas du tout anglais, ça peut être un petit peu compliqué. Ok. Je pense qu'il vaudra mieux commencer avec un stage en France, avec une tricoteuse française. Il y a Ouais. aussi des gens en France qui font des initiations machines à D'accord. tricoter et tout ça. Mais après, une fois qu'on connaît sa machine, qu'on a bien vu les techniques, bien lu son manuel et tout ça, Ouais. je pense qu'il n'y a pas de souci. Ouais, ça permettra de progresser. Et aussi de nos jours, avec les traducteurs en ligne et tout ça, je sais que mes patrons, j'ai des tricoteuses qui les ont juste traduits en ligne Ok. avec Internet. Et est-ce qu'il y a des outils spécifiques pour le tricot en jacquard sur la machine? Voilà, donc là on arrive, donc il y a deux types de machines à tricoter. Il y a les machines à tricoter mécaniques, donc avec les cartes perforées, et les machines électroniques qui marchent avec une sorte de petit ordinateur ou qu'on peut lier à notre ordinateur. Moi j'aime bien travailler avec les cartes perforées parce que c'est un peu plus... c'est plus simple parce qu'il n'y a pas tout ce côté électronique, si jamais ça va pas ou tout ça. J'ai aussi une machine personnellement électronique, mais tout ce que je fais en ferraille, c'est donc sur carte perforée. Donc j'ai un rouleau de cartes perforées sur lequel on a tous les motifs qu'on a utilisés. Donc, ça fait un peu de bruit, mais vous voyez, donc tous les motifs sont sur la carte. Et on voit bien qu'il n'y en a jamais deux pareils par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Et est-ce que j'ai un préféré? Je pense que j'aime beaucoup celui-ci qui arrive là, lui. Ouais. Ça fait un peu comme des sabliers, et en même temps c'est une forme très jolie, géométrique, qui est symétrique. J'aime beaucoup ce motif-là. Il est sur nos vêtements? Alors, je pense qu'il est pas sur le tien. Aïe, aïe, aïe. Non, et pas sur celui... Peut-être sur le haut de celui de ta maman, sur l'épaule peut-être. Oui, c'est celui de l'épaule de ta maman. Oh, ok. Voilà. C'est vrai qu'il est très joli. Presque un petit look Inca. Ouais, un petit Ouais. peu, peut-être, ouais. Mais après, c'est difficile d'en choisir. Oui. Et la machine que tu recommanderais pour se lancer dans le tricot jacquard à la machine? Alors, j'ai plusieurs recommandations. C'est déjà de faire avec quelqu'un parce qu'il y a plein de gens qui pensent que parce que c'est du tricot, on peut apprendre soi-même et en fait, on va juste être frustré. Et je trouve que si on a les moyens d'apprendre avec quelqu'un, c'est quand même beaucoup plus simple. Ok. On n'apprendrait pas, on se lancerait pas dans faire de la céramique ou faire de l'ébénisterie tout seul. En fait, on irait prendre des cours. Et en Ouais. fait, je pense que pour la machine, des fois, c'est un peu le frein. On pense qu'on peut apprendre tout seul et je trouve que des fois, ça dégoûte un peu parce que il y a plein de choses qui peuvent arriver qui sont pas de la faute de la personne qui apprend, c'est la faute de la machine qui a... Beaucoup des machines sont un peu vieilles, donc il y a peut-être quelque chose à régler sur la machine, ou il y a peut-être des choses à apprendre, et donc c'est plus simple d'apprendre avec quelqu'un. Après, au niveau des machines, je trouve que les machines à carte perforée, elles sont peut-être un petit peu plus faciles au départ, si on n'est pas trop enclin à l'ordinateur et tout ça. Les machines avec qui sont connectables avec l'ordinateur, je pense que c'est plus amusant si on est un peu jeune et qu'on a envie de tout de suite s'amuser avec des designs, parce qu'en fait, la carte perforée, chaque aiguille, elle se répète, les mailles se répètent tous les 24 mailles, tandis qu'avec l'ordinateur, chaque aiguille est indépendante. Donc ça permet de faire beaucoup plus de motifs différents, il n'y a pas cette répétition de 24 mailles qui se répètent. Donc c'est peut-être le conseil. Après, si on achète d'occasion sur le Bon Coin, tout ça, il faudrait vraiment essayer d'acheter que de quelqu'un qui s'y connaît. Moi, je conseille, si les gens ont les moyens d'acheter une machine neuve, comme ça on sait qu'il y a moins de chances qu'il y ait de problème, même si on a bien vu cette semaine que c'est pas toujours le cas. Ouais. Et qu'en fait, une machine qui a été entretenue, que tu peux voir, que la personne te montre comment elle marche, c'est quand même plus une valeur sûre que d'acheter quelque chose. Tu veux pas acheter quelque chose que tu as besoin de réparer alors que tu sais pas t'en servir déjà. Donc je pense que c'est vraiment important de prendre une machine qu'on sait qu'elle va marcher, de réduire un peu le problème. Un autre des conseils que je peux donner, c'est aussi d'utiliser de la laine qui est bien pour cette machine. Des fois, on veut commencer avec de la laine pas chère ou de la laine qu'on nous a donnée, et ça va pas être la bonne laine, et du coup ça va pas marcher, et on va se dire mais pourquoi ça marche pas? Mais parce que la laine elle est trop vieille, elle casse tout le temps quand elle est en tension. Il y a quand même, tu vois, ça force quand même le fil, il faut qu'il soit assez résistant, donc si on a de la laine qui est trop vieille, et ben ça risque de casser et de faire des trous, et on va se dire ah je fais quelque chose de mal ou c'est de ma faute, alors qu'en fait c'est juste d'avoir de la bonne laine. Donc une laine, pas forcément de la laine des Shetland, une laine française mais en colle et huilée qui permet de bien se dévider, c'est quand même assez important pour pas se trouver trop frustré. Ok, super. Alors, comment as-tu appris à tricoter à la machine? Alors j'ai appris à l'école, donc on a appliqué, on avait des machines comme celle-ci dans les 2 dernières années de formation, donc on avait un peu à l'école, mais surtout avec le manuel de la machine. Donc j'ai vraiment fait les exercices, les étapes, et refait jusqu'à ce que je comprenais ce qui allait pas.
Et après, tout ce qui est spécifique à Feral, j'ai appris ici, c'est vraiment, ça fait aussi partie de la tradition de Feral. C'est toutes les personnes qui arrivent sur l'île et qui ont envie d'apprendre à tricoter, ben il y a quelqu'un qui va leur apprendre. C'est fabuleux. Donc ça a été vraiment Mathilde Ventrion qui m'a guidée sur donc, toutes les techniques qui sont vraiment spécifiques au tricot Feral. Ok, et du coup, donc maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton activité, ce que tu fais comme métier exactement dans le tricot, du coup, ça paraît tellement génial. Alors, il y a plusieurs aspects. Donc quand je suis arrivée d'abord, j'ai travaillé pour une autre designer et je faisais plus donc, de la production de vêtements qu'on vendait ensuite en ligne ou en personne sur l'île. Et ensuite, quand j'ai commencé mon entreprise, c'était vraiment pour faire les stages tricot parce que c'était vraiment ce qui me passionnait, c'était de faire découvrir la machine aux gens qui ont peut-être un a priori ou qui savent bien tricoter et qui sont là, ah non, ça va pas me servir. Et montrer à quel point ça peut décupler notre créativité, notre productivité et tout ça, et donner encore plus de passion du tricot. Donc, et de faire découvrir l'île, en fait, de faire des vacances comme moi j'aimerais partir en vacances. Alors je voudrais pas partir en vacances à Feral ici, mais j'aimerais partir en vacances chez l'habitant, découvrir une technique, faire quelque chose de mes vacances et repartir avec quelque chose qui était fait. Donc c'est comme ça un peu qu'est venu le concept de faire venir les gens une semaine à Feral, rencontrer plein de monde, pas juste moi, faire partie de l'île un peu juste pour une semaine. Donc maintenant je fais donc les stages tricot l'été. Et bah ça a très bien fonctionné. Hein. Le goal est complètement accompli, on s'est régalé, c'était vraiment ça. Super. Et donc en fait il y a quand même beaucoup de demandes pour le tricot. Donc l'hiver je fais plus de la production de tricot. Donc je prends des commandes l'été et je les fais l'hiver. Là j'ai pris aucune commande cette année pour faire du stock parce que du coup en fait l'hiver dernier j'ai fait que les commandes et j'avais pas du tout de stock pour commencer la saison. Donc là je vais essayer autre chose cette année. Et j'ai donc pris Johnny pour tricoter avec moi aussi pour essayer d'avoir un peu plus de stock l'année prochaine parce qu'on a beaucoup de bateaux de croisière qui viennent. Et donc nous, on fait des marchés. Donc quand les bateaux de croisière, les passagers arrivent, on montre ce qu'on fait et les gens achètent beaucoup quand même à ce moment-là. J'essaye de vendre un peu en ligne, mais là en ce moment j'ai pas assez pour dire d'avoir le site avec des choses sur le site internet. Et donc j'ai les patrons de tricot, donc j'ai des patrons tricot main, j'ai 2 patrons, donc le bonnet typique de Feral et l'écharpe. Et pour les tricots machines, j'ai 9 patrons qui sont disponibles donc en PDF où il y a toutes les instructions pour machine à carte perforée, pour machine électronique, et donc c'est tout écrit. Et le cours en ligne qui va avec, qui me prend aussi un peu de temps, qui avait pris beaucoup de temps à créer et qui est à côté. Donc ça, c'est pour mes activités tricot. Et après, j'ai aussi la ferme, donc j'ai au total une 60aine de moutons, un petit peu plus d'une 60aine de moutons. Donc c'est plus de moutons qu'il y a d'habitants sur Feral, donc c'est quand même une petite statistique marrante. Et donc je m'occupe des moutons et je suis aussi pompier volontaire, donc je suis pompier pour tout ce qui est incendie ou risque. On est appelé en urgence, donc on a un pager et on est appelé en urgence. Bon, il y a quasiment jamais d'incident, hein, c'est peut-être 1 ou 2 fois par an. Et je suis aussi à l'aéroport, donc quand l'avion a atterri, il faut qu'il y ait 2 pompiers en permanence pour chaque atterrissage, donc c'est plusieurs fois par semaine, il faut que j'aille à l'aéroport. Ce qui me permet d'avoir une semaine assez variée. Quand on me demande ma journée type, je suis là, quel jour de la semaine? Tu es très 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 occupée. Parmi les patrons de tricot main, je sais que l'écharpe est traduite en français. Est-ce que le bonnet aussi, ouais. Le bonnet aussi. Et les patrons de tricot machine, est-ce qu'ils sont déjà traduits? Non, les patrons de tricot machine, je pense pas que je vais les traduire. Il y a beaucoup de pages et ce serait vraiment un gros travail. Je pense pas. Mais donc, comme je te disais, j'ai des personnes qui l'ont traduit avec Internet. La semaine dernière, j'avais des néerlandaises en stage qui parlaient pas très bien anglais et elles l'ont traduit sur Internet et j'étais assez impressionnée de comment ça avait bien traduit. Donc, je pense que ça peut être c'est fou, utile. Ce qui existe maintenant. Le patron, du coup, des vêtements que nous, on a réalisés, il n'existe pas pour le tricoter à la main. Non. Est-ce que je crois que tu as un conseil pour les gens qui aimeraient le reproduire mais qui n'ont pas de machine? Qu'est-ce qu'on pourrait faire Donc, moi, si moi j'ai envie de tricoter quelque chose comme ça, ce que je ferais, c'est surtout qu'on voit ton beau pull, voilà, oui. Donc en fait, ce que je ferais, c'est que je prendrais un pull que j'ai déjà tricoté dans une laine que j'aime bien, que je sais qu'elle me va bien, et je regarderais comment je peux diviser le nombre de mailles en 24, comment je peux l'adapter au tricot Feral, et ensuite avec juste la grille, donc qui est disponible dans le patron de l'écharpe, donc d'acheter le patron de l'écharpe, et il y aura la grille, et en fait de placer son nombre de rangs, voilà. Après, de juste faire attention de l'emmanchure, la commencer après un motif ou avant un motif. Donc, de bien placer son motif sur un modèle de pull qu'on sait qui nous va bien.
qu'on a déjà tricoté, idéalement en laine des Shetland. Et pareil pour l'encolure, ne pas couper un motif, c'est vraiment la base du tricot ferraille, c'est d'essayer de... C'est le motif qui a la place, on ne fait pas un tissu qu'on coupe dedans, c'est vraiment le motif qui est l'important du tricot. Donc si la manche, eh ben, il faut qu'elle soit 10 cm, pas 10 centimètres, ça ferait beaucoup, 10 rangs de plus pour que ça finisse un motif. Voilà, ben, ce pull-là aura une manche à peine plus longue, mais voilà, je pense que ce serait mon conseil. Merci. Et combien de temps en total pour faire un pull de A à Z, donc sans la conception, mais avec la préparation de la laine, le tricot machine, tout ça, et la finition, ça te prend à peu près? Donc un pull, donc ça dépend, donc quand on a un pull comme celui-ci où c'est uni à le fond, la couleur de fond reste unie et le devant, c'est moins long qu'un pull comme le tien où c'est beaucoup plus complexe, où le fond change aussi et à l'intérieur d'un motif ça change. En moyenne, pour une taille moyenne, je dirais que pour un pull il faudrait 25 heures à peu près. Okay. Donc ce serait à peu près 10-12 heures à la machine où on va faire donc les bord-codes sur une machine spécifique. Ensuite, on va remonter les bord-codes sur une aiguille double pour les transférer sur la machine ferraille. Ensuite, sur la machine ferraille, je vais tricoter le devant, le dos, les manches indépendamment. Et ensuite, on va coudre en grafting, donc en rémaillage. On va rémailler le devant et le dos, donc ça va être complètement invisible. Ensuite, on va rémailler le haut des manches sur l'emmanchure. Donc, on va remonter les mailles et créer une maille de plus en joignant la manche et l'emmanchure. Et ensuite, on va faire les coutures des côtés, donc en dessous jusqu'aux manches. Et ensuite, on va venir rémailler l'encolure qu'on aura tricoté séparément, qu'on va rémailler. Et après, donc ça prend une 10-12 heures de nouveau. Et après, donc il y a le lavage, le blocage et tout ça. J'oublie toujours, mais ça prend au moins 1 heure entre le laver, l'essorer, le mettre en forme, le repasser, tout ça, ça prend toujours du temps. Donc ouais, je compte à la louche 25 heures. Je pense qu'un des facteurs qu'on ne s'imagine pas forcément dans le tricot machine, c'est le temps de finition qu'il y a, qu'il faut vraiment prendre en compte parce que c'est le même que le temps passé à la machine. Donc c'était vraiment, je pense que ce qui est vraiment important des tricoteuses de ferraille quand elles ont intégré les machines, c'est qu'elles ne voulaient pas perdre en qualité. Donc la qualité est aussi bien qu'à la main. On ne verrait pas la différence en inspectant le pull. On ne pourrait pas savoir. Le seul truc qu'on pourrait voir, c'est qu'il n'y a pas ce jog de quand le rang, le tour de tricot se forme. Des fois, ça fait un petit jog. Là, il n'y a pas du tout parce que c'est complètement invisible. Et c'est que vraiment en regardant à l'intérieur qu'on va pouvoir voir la couture. Mais enfin, c'est difficile, tu feras un petit zoom peut-être. Mais on peut voir à l'intérieur la couture, mais de l'extérieur, on ne verrait pas du tout. Et ça a vraiment pris du temps de développer ces techniques-là de finition à la main. Et c'est un gage de qualité que les tricoteuses à ferraille veulent vraiment garder. Donc on n'utilise pas, il y a des rémailleuses, il y a des machines qu'on pourrait utiliser, mais qui ne donnent pas cette finition complètement parfaite. D'accord. Et tu voulais nous montrer une de tes magnifiques réalisations. Ah oui, alors ça c'était juste un pull que je voulais montrer parce que c'est un bon exemple pour montrer à quel point les coutures sont invisibles. Parce que je voulais aller au-delà, je vous ai expliqué la machine, il y a 200 aiguilles et je voulais aller au-delà de ça pour faire des plus grandes tailles si besoin. Et du coup, j'ai tricoté en 4 morceaux ce débardeur, donc c'est 2 morceaux pour le devant, 2 morceaux pour l'arrière. Et il est cousu sur le devant, et donc on ne voit pas du tout sur le devant la couture. C'est vraiment que quand on le... Je vais le retourner, donc quand je le retourne, voilà, à l'intérieur, on voit la couture au milieu. Mais sinon, sur le devant, on ne voit pas du tout. Et c'est pour ça que ça prend très longtemps à coudre. Quelqu'un pourrait dire « Ah, mais moi, je te couds ça en 1 heure, un pull. » Mais en fait, il faut vraiment faire maille par maille et prendre exactement le bon brin, de la bonne couleur, de la bonne maille à chaque rang. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est un produit de luxe. Long. Oui, c'est un produit de luxe, définitivement. Ce sont des techniques que tu montres également dans tes cours en ligne? Oui, okay. Il y a tout. Super, oui. Donc tu nous as parlé de tout l'aspect quand le pull est terminé. Donc est-ce que tu pourrais nous un peu expliquer comment prendre bien soin des pulls que nous avons terminés récemment et qu'on veut garder précieusement pendant des générations, j'espère? Alors, comme toute laine, elle va boulocher un petit peu, et ça c'est normal. Il faudra juste la raser un petit peu ou avec un ciseau très aiguisé, venir couper les petites bouloches, ça il n'y a pas de souci. Après, je conseille de pas trop le porter avec
une grosse veste ou des trucs où ça va beaucoup frotter, surtout si la veste c'est un lainage à l'intérieur ou quoi que ce soit, donc pour éviter que ça feutre. Voilà. Et ensuite, de ne pas le laver trop souvent. Généralement, la laine, il n'y a pas besoin de la laver très souvent. Il suffit quand on l'a porté un petit peu, de le mettre à s'aérer, de le mettre vers une fenêtre ouverte ou quelque chose comme ça. Et s'il y a une tache ou quoi, de laver juste vraiment la tache. Et de temps en temps, le laver à l'eau froide, sans trop agiter. Avec, moi, j'ai un produit, donc le Sock Wash, parce que j'aime bien ce produit-là. Mais n'importe quel produit doux pour laver. Et après, bien l'essorer dans une serviette pour bien qu'il n'y ait pas de l'eau qui reste dedans. Et ensuite, le mettre en forme. Et moi, je l'étire pas forcément, je le borde pas avec des aiguilles. J'ai un stretcher, tu les as vus. Donc, c'est structure en bois pour mettre le pull en forme. Et ça sèche comme ça assez rapidement. Et tout à l'heure, tu nous as parlé de repasser le pull également. Ah oui, donc quand le pull il a été essoré, donc je l'essore en machine avec la serviette, l'essorage d'eau de la machine, mais juste pour être sûr qu'il n'y ait plus d'eau. Et en général, on finit le soir avant que les clientes repartent, donc j'essaye de tout faire pour que le pull soit sec le lendemain matin, qu'elles puissent le mettre dans l'avion. Donc du coup, c'est vrai qu'une fois qu'il est sec, et c'est bien c'est la vapeur surtout que je mets du fer. C'est pas le fer à repasser, touche pas vraiment le pull, mais c'est vraiment la vapeur. Je mets beaucoup de vapeur, surtout pour les coutures et toutes les parties, donc l'encolure, l'emmanchure et tout ça. Je mets pas mal de vapeur pour que ça égalise toutes les mailles et c'est miraculeux. Enfin, franchement, c'est super. C'est trop bien. Et la première fois que tu le laves, comme il y a l'huile, parce que là, c'est une laine qu'on utilise qui est toujours huilée, c'est ça? Alors la laine Jamieson là, que j'utilise pour la machine, elle est en cône et donc elle est huilée pour la machine. Donc oui, là, il faut vraiment absolument la laver, sinon c'est pas possible. Là, une fois qu'elle est lavée, elle s'ouvre complètement. Voilà. Et par contre, si vous achetez de la laine Jamieson, ce sera en pelote et là, elle est déjà lavée. Donc il y a un peu moins besoin. Mais quand même, je pense dans le tricot ferraille, c'est vraiment important de laver, que ça feutre bien les deux fils. La première fois. Alors Marie, est-ce que tu as des livres de patrons en jacquard traditionnels à nous recommander? Alors oui, il y a le livre que je vous ai offert, donc Traditional Ferrule Knitting par Sheila McGregor, que j'aime beaucoup parce qu'il y a toute une partie historique. Il y a quelques photos de modèles anciens. Mon livre, tu vois, il se défait parce que je l'ai tellement utilisé. J'ai une autre copie plus ancienne, mais dans cette copie, ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai les motifs que Mathie avait réussi à identifier par des tricoteuses plus anciennes de Lille comme vraiment traditionnels. Donc j'ai certains motifs qui sont des petits carrés de couleurs et je sais que c'est des motifs absolument traditionnels de ferraille. Ils sont tous organisés par taille, donc c'est assez pratique quand on veut faire par nombre de rangs. Donc du coup c'est assez pratique quand on veut créer sa propre grille, son propre modèle, de choisir les motifs en fonction de la taille des rayures pour que de loin ce soit assez harmonieux, tu vois, sur ce modèle qu'on porte. C'est des motifs de 9 rangs ou de 17 rangs de motifs et ça permet de loin avoir un effet assez harmonieux et de près on s'aperçoit que tous les motifs sont différents, mais voilà. Après on peut jouer aussi sur le rythme des motifs étant plus large ou plus petit, donc c'est vraiment tout un tas de choses dont on peut jouer et ce livre est assez pratique pour ça. Il n'y a pas un modèle de tricot pour tricoter un pull, il n'y a pas des patrons de tricot dedans, mais il y a beaucoup sur l'histoire, comment c'est tricoté et les techniques de tricoter en rond, le grafting et tout ça. J'ai hâte de me plonger dedans quand je serai rentrée, que ferraille me manquera. Voilà, et un autre que j'aime beaucoup, c'est le Ferraille Weekend par Mary-Jane Muckelson, qui a fait aussi d'autres livres, les 200 motifs de tricot ferraille. Mais là, le Ferraille Weekend, il a vraiment des modèles très jolis. Et elle a vraiment fait toute la photographie et fini d'écrire le livre à ferraille. Donc, il y a des parties techniques et il y a des très, très beaux modèles. Donc, c'est les patrons de tricot. Et il y a une écharpe qui est très traditionnelle, qui a été inspirée de quelque chose qui était dans un musée. Cette écharpe qui est vraiment... très traditionnel, on parlait des couleurs de ferraille et tout ça, et ça c'est vraiment un très beau modèle. Donc s'il y avait des couleurs spécifiques pour faire le plus ferraille possible, tu nous recommanderais
Quelle couleur? Donc, les couleurs Fair Isle, ce sera vraiment comme on voit sur ces exemples. Je vais te montrer la photo. Donc, le rouge, le jaune, le marron et le bleu, c'est vraiment les couleurs qu'on identifie traditionnellement à du Fair Isle très traditionnel. Okay. Et après, chaque tricoteuse avait un peu sa version de ces couleurs-là, en dépendant de comment elle teignait la laine et tout ça. Et même maintenant qu'on utilise de la laine qui est teinte industriellement, chaque designer a le bleu qu'elle préfère utiliser pour son coloris traditionnel. Et moi, j'ai 2 coloris que j'aime bien traditionnels. Un qui est un peu plus moderne, avec des couleurs un peu plus désaturées, et un coloris où c'est un peu plus soutenu, les couleurs. Donc, je te montre sur cette écharpe, voilà. Donc, on a les couleurs, donc le rouge qui était obtenu avec de la madère, le bleu avec de l'indigo ou du bleu de Prusse, et donc le jaune qui était plus avec les lichens, et les couleurs, donc le blanc et le marron des moutons. Donc, j'ai ce modèle où on voit bien comment les couleurs sont aussi placées symétriquement, comment les répétitions se font toujours de la même manière pour que de loin ce soit visuellement assez harmonieux. Et après, j'ai une autre version des couleurs où le bleu est un peu plus désaturé. Donc là, bien sûr, c'est pas exactement la même manière de mettre les couleurs, donc c'est pas une comparaison exacte. Parce que là, maintenant, le bleu, il alterne entre les grands motifs, c'est rouge ou bleu, et ça alterne. Tandis que l'autre, c'était tout le temps, le grand motif était rouge. On peut voir de côte à côte. Mais du coup, c'est le nombre de possibles variations est infini, avec même les 3-4 mêmes couleurs, je peux te faire 10 échantillons différents, quoi. Ouais, donc ça, c'est plus les couleurs vraiment traditionnelles. Donc ce sera les coloris non teints comme on porte, et les coloris très, très colorés de Fair Isle, ce sera la version traditionnelle. Et maintenant, de nos jours, on peut aller vraiment dans toutes les couleurs. Et ça, c'est parce que Jamieson, donc la laine des Shetland, Jamieson of Shetland, ils ont plus de 200 couleurs. Ça rentre même pas dans le cadre. C'est fou. Voilà, donc du coup, on peut vraiment choisir en tant que designer de tricoteuse, on peut vraiment choisir un coloris complètement unique, et on a tellement de choix pour la très bonne couleur. Et c'est là que j'adore travailler avec la machine à tricoter, c'est que je peux faire 5, 6, 7 échantillons, alors qu'à la main, j'aurais eu le temps d'en faire qu'un, et je peux vraiment choisir les plus belles couleurs pour un modèle, parce que j'ai ce temps d'échantillonnage qui est vraiment à temps réduit. Un fait intéressant sur cette laine-là, c'est qu'elle contient de la laine des moutons d'ici, notamment des tiens. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe quand tu leur envoies des toisons? Donc, les moutons qu'on tond, la plupart des gens les tondent à la main, donc avec des ciseaux à la main, parce que c'est des petits élevages, et on n'a pas la capacité de faire venir des tondeurs comme ça pourrait être ailleurs. Et ensuite, les toisons sont envoyées par le ferry à Jamieson of Shetland, l'usine à Sandnes, donc dans les Shetland, sur la côte ouest des Shetland, où ils filent la laine, ils la teignent, et elle est mélangée avec tout le reste de la laine des Shetland, mais j'aime me dire qu'il y a 0,001% de la laine qui viendra de mes moutons. Ce serait pas possible d'avoir 200 couleurs ou même 10 couleurs avec les moutons que j'ai trop une petite production de laine pour pouvoir faire des choses avec ma propre laine de mes moutons. Mais c'est vraiment bien de pouvoir aider à faire vivre la filière laine dans les Shetland en se disant que tout le monde contribue un petit peu. Et est-ce que tu peux nous montrer tes couleurs du moment ou de tous les temps préférées? J'aime toutes les couleurs, c'est vraiment difficile de choisir. Je pense qu'au final, je suis tout le temps attirée un peu par les bleus de la mer, les bleus qui sont un peu verts, et les bleus turquoises. Mais c'est vrai que j'adore les rouges. J'adore les couleurs qui sont un peu chinées. Donc, c'est des coloris où il y a 3-4 couleurs. Et quand on regarde de très près, les couleurs, elles sont pas unies. Elles sont vraiment faites de plein d'autres couleurs. Et ça, c'est vraiment mes couleurs préférées. Et bien sûr, il y a les couleurs naturelles donc, des moutons sur cette page-là, qui sont les couleurs qu'on a dans nos pulls, qui sont... C'est pas non teint, c'est les couleurs naturelles. Elles sont teintes légèrement pour garder la même couleur de marron à travers les années, pour pas qu'il y ait trop de différence, parce que du coup chaque année ça dépend de quel mouton, mais elles sont surteintes sur la base de la couleur du mouton, c'est pas teint sur du blanc. Ok, pour garder une continuité. Pour garder la continuité, pour que ce soit possible pour les gens de tricoter la même chose. Fantastique. Et donc, petite information pour les personnes qui souhaiteraient acheter de la laine Jamieson Spindrift en France. Donc, c'est la laine
qu'on a utilisé nous en cône pour la machine, mais que moi j'ai déjà utilisé et toi aussi sûrement en petite pelote pour des tricots à la main. Et c'est sous ce format-là qu'on peut l'acheter de manière facile en France sur le site de Laine et Tricot. On va continuer avec un petit peu les Knitting Holidays, parce que c'est quand même ce pourquoi on est là. Donc nous, on a passé un très très bon moment. Il y a une personne qui a dû un peu flasher sur les Knitting Holidays et qui demande si tu prévois de faire des stages en France. C'est pas prévu. Je rentre pas très souvent en France, donc quand je rentre, c'est vraiment pour passer du temps avec ma famille. Je pense que ce serait un peu difficile à organiser depuis ici parce que j'aurais pas toute ma laine. Là, j'ai 100 kilos ou plus de 100 kilos malheureusement de laine à faire choisir. Donc en France, ouais, j'ai pas de projet pour l'instant. Ok. Puis quand même, un des avantages magnifiques de cette Knitting Holiday, puisque la machine à tricoter, effectivement, on n'est pas obligé de la faire à Ferraille, mais c'est tout l'aspect où tu nous fais découvrir l'île, la vie ici, les habitants, les moutons qu'on retrouve le paysage ailleurs. Le paysage incroyable, les personnes à rencontrer. Oui, non, c'est pour ça, c'est pas dans mes projets. Voilà. J'y réfléchis pas pour l'instant. Par contre, tu peux tout à fait organiser des Knitting Holidays en français comme tu as fait pour nous, ou en anglais en fonction des participantes qui viennent. Oui, ça dépendra des participantes. Il faut que ce soit la même langue pour toutes les participantes. Les Knitting Holidays que je fais à la machine, il n'y a que 2 tricoteuses, donc c'est assez facile. Quand je vais avoir des plus gros groupes pour le tricot à la main, là, il faudrait que j'ai 10 personnes qui parlent que français pour qu'on le fasse en français. Sinon, ce serait trop compliqué de moi devoir traduire toute la journée, ce serait ingérable. Mais après, si les personnes ont un bon niveau d'anglais, comme vous aviez, il n'y a pas de souci de faire un peu bilingue, quoi. Et là, ça fait combien d'années du coup que tu organises les Knitting Holidays ? Donc, j'avais prévu ma première saison, c'était pour 2020, donc bien sûr, ça s'est pas arrivé. Et donc, depuis 2021, j'ai des gens qui viennent, donc ça fait 4 ans. Et 5 ans. 21, 22, 23, 24, 25, 5 ans. Et donc, il faut s'inscrire à 2 pour pouvoir participer, ou tu trouves des copines, enfin, tu fais des groupes, toi. Voilà, si la personne voyage seule, il faut qu'elle attende qu'il y ait une autre personne qui voyage seule qui réserve ces dates-là pour être confirmée. Et si j'ai personne d'autre qui confirme en voyage seul, eh ben, il faudra juste décaler la date jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui puisse partir en même temps. D'accord. Ce serait trop triste de le faire tout seul. À chaque fois que j'ai eu des gens qui se connaissaient pas, elles sont devenues tout de suite amies parce que bon, si on a envie de partir au même endroit, qu'on a la même passion pour le tricot, on a des choses en commun, donc pour une semaine on devient amies. Et maintenant que c'est à l'observatoire, il n'y a plus besoin de partager une chambre, donc c'est vraiment idéal comme setup. Ouais, c'est super. Et du coup, la semaine prochaine, tu organises une Knitting Holiday un peu différente. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui va se passer ? Donc jusqu'à présent, comme c'était chez moi jusqu'à l'année dernière, je pouvais prendre que 2 tricoteuses. Mais j'avais toujours eu envie de faire un truc un peu plus grand où il y aurait plus de rencontres, d'amitié, des choses comme ça. Et de pouvoir inviter une autre tricoteuse, une autre designer pour enseigner avec moi. Comme ça, ce serait plus fun, quoi. Et du coup, maintenant que l'observatoire est ouvert, qu'il y a autant de chambres que je peux vouloir louer, je me suis dit qu'il fallait qu'on teste de faire avec plus de participantes. Donc là, la semaine prochaine, on a 9 tricoteuses qui arrivent donc mercredi. Et j'ai une copine qui arrive la veille pour venir faire le stage avec moi. Et elles vont rester 7 jours. Et le projet, elles pouvaient choisir entre le bonnet traditionnel de Fair Isle, Fisherman Cap, ou le pull avec juste un motif en haut, le yoke jumper. Et Terry a préparé donc la partie unie à la machine. Et les tricoteuses à la semaine ont juste à faire l'encolure avec le motif. Donc normalement, en une semaine, ça se sera fini et le pull sera fini à la fin de la semaine. J'espère. Je te dirai dans une semaine et demie. Faudra que tu nous updates un peu sur Instagram ou quelque chose. Je pense que ce sera super intéressant. Pour ces Knitting Holiday à la main ou pour celles qui sont à la machine, est-ce qu'il y a des prérequis avant de s'inscrire ? Est-ce qu'il faut savoir tricoter déjà ? Comment ça fonctionne ? Alors pour le tricot machine, savoir tricoter c'est quand même un plus. Après j'ai aussi appris à des gens qui ne savaient pas tricoter, c'est juste vous n'allez pas faire un pull si vous ne savez pas tricoter. Vous allez faire peut-être une écharpe et un bonnet ou quelque chose comme ça. Ce sera juste les personnes qui savent très très bien tricoter. Tu vois, toi tu savais très bien tricoter, le cardigan c'est quand même beaucoup de travail, tu vois. Voilà. Et ça dépend aussi, comme c'est que 2 personnes, on peut vraiment adapter à
le rythme entre le temps passé à tricoter, le temps passé à marcher, à visiter l'île, à parler à d'autres gens. Donc ça, ce qui est bien à deux personnes, c'est qu'on peut vraiment s'adapter à ce que la personne a envie de faire. L'idée, c'est d'avoir envie d'essayer la machine et de vouloir apprendre. Oui. À deux personnes juste en tricot main, je trouve pas qu'on aurait le temps de faire quelque chose d'assez conséquent en une semaine pour que ça vaille le coup de venir à Ferrale. Je trouve que si on vient à Ferrale, il faut qu'on ait le temps de faire quelque chose d'assez important. Et après, cette année, donc les vacances tricot à la main, c'est vraiment pour des gens qui sont très expérimentés, pour qu'on ait le temps justement de finir ce pull en une semaine et d'approfondir. Il y a beaucoup de cours pour débutants ou pour les personnes intermédiaires à la Wool Week et tout ça. Et je voulais vraiment proposer quelque chose pour les gens qui ont déjà fait tout ça. Que Ferrale, ce soit le next level et de pouvoir vraiment approfondir. Après, je pense que je vais réfléchir, si ça se passe bien, à l'année d'après, peut-être en 2026-2027, d'avoir une semaine plus pour des personnes qui sont plus, pas débutantes en tricot, mais débutantes Ferrale, ou qui ont moins l'habitude du tricot Ferrale, pour avoir un peu une autre offre aussi. D'accord. Et pendant les vacances tricot à la main, il y a aussi une introduction on fera une après-midi de tricot machine pour que les personnes puissent voir la machine, comment ça marche et faire une petite écharpe, quelque chose pour avoir aussi en plus. Depuis que tu m'as dit ça, je trouve vraiment les vacances tricot en plus grand groupe, ça vaut vraiment le coup aussi. Ça a l'air très très sympa. Je pense que ce sera bien pour se faire des amis. Il va y avoir des gens qui sont des États-Unis, des gens qui sont d'un peu partout. Et je pense que ça va être bien d'avoir cette nouvelle dynamique aussi, que ce soit un peu différent. Trop bien. Et pour les knitting holiday comme nous on vient de faire, donc avec deux personnes vraiment basées sur la machine à tricoter, est-ce que tu prévois de faire un peu un niveau 2 ou si on a envie de revenir et qu'on a déjà fait la knitting holiday, bon ça s'est plutôt bien passé, est-ce que on pourrait adapter quelque chose pour tu vois, aller encore plus loin? Comment ça pourrait se passer ça? Je parle d'expérience personnelle que j'aimerais bien revenir. Donc comme tu vois, on a pu faire ce que tu avais voulu, donc si tu me dis je vais faire un truc un peu plus compliqué, je vais peut-être te faire choisir tes propres motifs et te faire perforer ta carte l'année prochaine. Que tu puisses avoir ton propre modèle ou travailler plus sur des coloris différents, essayer de faire plein d'échantillons de coloris les premiers jours pour après pouvoir avoir quelque chose de plus compliqué au niveau du modèle. Ça va être vraiment ça va être guidé parce que toi, ce que tu as envie d'apprendre, tu vois. Aussi, entre-temps, tu achètes une machine et tu es là, je veux vraiment devenir super efficace à la machine, on fera peut-être plus de la technique. D'accord. Et on sera moins focalisé sur que tu finisses un projet parce que tu as déjà ton pull et tout ça. Et on se dira plus, non, on va faire que des petits entraînements techniques pour que tu arrives à vraiment bien maîtriser la machine. Donc c'est un peu très fantastique. ouvert. On a trouvé avec maman que tu étais très 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 adaptable. Il y a aussi une personne qui m'a demandé si j'avais autant de plaisir au tricot machine qu'au tricot main. Je pense que j'ai autant de plaisir au tricot machine que à la machine à coudre, de coudre. C'est-à-dire que dans le tricot main, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut l'emporter un peu partout et que c'est très cosy devant la télé, ça fait pas de bruit. Et en plus, un autre facteur qui fait que j'adore le tricot main, c'est que depuis le temps que j'en fais, je me rappelle même plus quand j'ai appris. Donc maintenant, c'est très très facile pour moi. Donc je fais jamais face à des grosses difficultés. Le tricot machine, j'aime bien parce que c'est tout nouveau, parce que j'apprends plein de trucs, je découvre plein de choses. Et donc voilà, je prends un peu le même genre de plaisir que je prends quand j'ai des cours de couture, ce genre de choses. Et on m'a demandé aussi si j'avais envie de continuer le tricot machine. Donc la réponse est oui, j'ai très envie de continuer. Je m'imagine déjà acheter toutes les machines qu'il y a et tout. Je vais me temporiser, mais j'ai très envie de continuer le tricot machine. Et j'ai très envie de revenir à Ferrale également. On a une dernière question pour toi, Marie. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit secret ou nous parler un peu d'un prochain projet, quelque chose? C'est compliqué, je sais pas obligé d'être un gros secret, oui, mais non, juste... Non, là, je suis en préparation pour 4 semaines l'année prochaine. D'accord. Avec une autre personne pour des tricots mains, des semaines de tricots mains, où on pourrait prendre 10 tricoteuses par semaine. Donc une au printemps, 2 en été et 1 à l'automne. Et ça, je suis vraiment excitée. Ce sera une personne différente qui va venir enseigner avec moi. Et j'ai trop hâte. Je vais annoncer en octobre qui c'est qui va venir avec moi.
Donc 4 personnes différentes et j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. bien de pouvoir faire une semaine complètement différente à chaque fois avec un projet différent et ça sera vraiment très bien. Et si on a envie de s'inscrire à une Knitting Holiday, alors comme celle qu'on a faite nous ou une plus grande, où est-ce qu'il faut aller voir, à peu près à quelle période il faut regarder? Est-ce que tu peux un peu nous donner les tips pour être sûr d'avoir notre place? Donc ce sera surtout sur ma mailing list, donc sur mon site internet il y a donc un contact form, un formulaire pour être sur la liste d'attente pour les vacances tricot. Il y a aussi ma newsletter, mais ce sera vraiment les personnes qui sont sur la liste d'attente pour les vacances tricot qui vont recevoir l'email en premier. Je pense que ce sera mi-octobre que je vais pouvoir commencer à annoncer et prendre des réservations quasiment tout de suite après, une fois que les gens auront pu voir ce que je vais proposer. Et des fois si j'ai des gens qui m'ont contacté par email qui ont des questions à l'avance, ça peut aider parce que du coup le jour où ça va être disponible, des fois c'est rapide que ça part. Donc du coup il vaut mieux savoir ce qu'on va réserver avant. Voilà, s'il y a des gens qui ont des questions ou quoi précises sur venir à Ferraille, tout ça, c'est quand même un gros voyage. Vous avez vu au niveau de la logistique et tout ça, il faut un peu plus de temps, un peu plus d'argent. Enfin, il faut prévoir un peu au cas où on est coincé à l'Air Week, au cas où on n'arrive pas le bon jour et tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez important d'y avoir réfléchi en amont avant de réserver. Et j'ai pas si les gens m'écrivent, je peux répondre à toutes les questions. Et tu pourras aussi maintenant que Et si on veut des nouvelles un peu de tes tricots, de Fair Isle et de tout ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te suivre? J'allais dire sur Instagram, mais j'ai pas été très assidue sur Instagram. En fait, l'été, j'ai tellement beaucoup de travail entre les personnes qui viennent en stage, la ferme, les pompiers, tout ça, que j'ai pas pris le temps cette année de mettre trop sur Instagram. Mais l'hiver, généralement, j'arrive un peu à mettre des trucs. Quand même. Voilà, il y a beaucoup de photos déjà sur Instagram et en story de temps en temps, j'arrive à être un peu plus assidue sur les stories. Les posts, là, il faut vraiment que je m'y remette. Tellement de photos sur mon téléphone qu'il faut que je poste que je vais peut-être réussir cet hiver à me mettre à jour. Eh ben, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé avec nous et pour cette fantastique semaine que nous avons passée. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Non, je suis très contente et j'espère que les gens vont avoir un peu une attirance, une curiosité pour la machine à tricoter parce que je pense que c'est un peu sous-estimé des fois dans le monde du tricot. On a un peu cette rivalité alors que c'est vraiment deux outils qui sont super complémentaires. Tu as vu, il y a beaucoup de travail à la main, même si on fait à la machine, il y a encore une quinzaine d'heures à la main pour finir le projet et c'est vraiment agréable de pouvoir travailler en collaboration et je pense qu'il n'y a pas de rivalité à avoir, c'est deux techniques qui se complètent. Trop bien, merci. De rien.